Coucou les amis, je viens vous parler de cette nouvelle lune. Vous vous souvenez, nous avons parlé la dernière fois, nous avions une nouvelle lune en taureau. Vous savez, d'habitude on a une nouvelle lune en taureau, puis après on a une pleine lune dans le signe d'en face, en scorpion par exemple. Mais là non, là on a par exemple une nouvelle lune en taureau, et puis après on a une pleine lune en sagittaire. Vous voyez, et puis maintenant on se retrouve avec une nouvelle lune en gémeaux. Et on aura une prochaine pleine lune, non pas dans le signe d'en face, mais en Capricorne. Il y a un petit décalage. Vous voyez ? Il y a un petit décalage. Alors, dans les analyses de nouvelle lune, pleine lune, c'est-à-dire le cycle précédent, on était parti sur le fait qu'il y avait tout d'abord dans la nouvelle lune en taureau énormément d'acteurs dans ce signe du taureau, puisqu'on avait Jupiter, une conjonction avec le nœud nord, on avait Mercure, on avait Vesta, on avait Uranus, et puis on avait cette fameuse conjonction Lune-Soleil qui était tout ce beau monde, donc tout ce beau monde était en taureau. Et puis on avait Mars qui avançait, qui allait rentrer en Lion. Et ensuite, tout ça s'est dispatché. Lors de la pleine lune en Sagittaire la dernière fois, on a vu que le Soleil se plaçait donc en Gémeaux dans la zone de rétrogradation où Mars est resté pendant 7 ou 8 mois, je ne sais plus, depuis août 2022, depuis le 19 août 2022, il était resté hyper longtemps en Gémeaux. Le Soleil s'est placé dans cet axe-là. Et je vous avais raconté, par rapport à ce cycle-là, que nous étions en quête de ces 3 pommes du Jardin des Hespérides, qui était la pure présence, la pure conscience et ce que l'on dit la pure béatitude ou la félicité. Donc je vous renvoie à mes mails précédents, mes analyses précédentes si vous souhaitez avoir plus de détails. Et là, eh bien cette nouvelle lune en Gémeaux, on se retrouve avec une nouvelle lune, conjonction lune-soleil à la fin du Gémeaux, pas tout à fait à la fin, mais on est au 26e degré, presque 27e degré, juste après la zone de rétrogradation de Mars qui avait donc duré très longtemps. Et par contre, on se retrouve avec avec Mercure à l'intérieur de cette zone de rétrogradation-là, sachant que Mercure, pendant que Mars était en train de faire cette rétro-là, Mercure en face, pas tout à fait en face, mais un peu sur le côté, en Capricorne, avait lui aussi rétrogradé du 8e au 25e degré. Tout comme Mars, sauf que lui, c'était en Capricorne. Et là, Mercure vient se placer dans cette zone, ce début de cette zone de rétrogradation de Mars, donc en Capricorne, Mercure est en maîtrise, pendant que Mars, lui, commence à rentrer dans la future zone de rétrogradation de Vénus, qui va commencer à être active. Vénus est à 11 degrés. Elle va rétrograder plus tard, quand elle sera arrivée au 28e degré du Lion, elle va rétrograder au 12e degré, et ça va bien nous occuper, les amis. Ça va nous occuper pendant un petit moment, entre juin, juillet, on est dans la zone de rétrogradation. On va commencer à rentrer dans cette zone de rétrogradation. Donc, Mars en Lion, Mercure en Gémeaux sont en communication. Et vous voyez sur la carte, on a ce trait bleu là, qu'on va regarder plus précisément que les autres finalement, parce qu'il y a pas mal d'enjeux et de carrés et tout, mais finalement ce trait bleu, il vient faire un lien entre Mercure et Mars, très explicatif finalement. Le Gémeaux, lui, il va faire référence à 2 mythes, il va faire référence au mythe de Castor et Pollux, puisque un des Gémeaux est mortel et l'autre est immortel. Et celui qui est immortel va dealer avec Zeus de façon à ce qu'il prenne la place de son frère dans le monde des morts un jour sur 2, si bien qu'on a comme ça ces 2 colonnes, vous voyez, qui vont du monde du dessous au monde du dessus. Et il y a la maîtrise ésotérique du Gémeaux, autant Mercure, qui donc là est placé dans la zone de rétro que Mars avait fait, qui est dans le signe des Gémeaux. Mercure est dans la zone que Mars avait faite, et c'est le maître traditionnel des Gémeaux. Mais le maître ésotérique du point de vue de l'âme, c'est Vénus. Et Vénus, c'est celle qui va nous faire bien bosser cet été, vous allez voir. Tout proche en plus de Mars, conjonction Vénus-Mars,
Moi, quand j'ai un thème qui arrive avec une conjonction Vénus-Mars, je sais quasiment qu'il y a un sujet d'adultère, qu'il y en a un qui s'est fait griller, ou que c'est la personne qui fait le thème qui a grillé l'autre qui a, ou qui s'est fait griller. Pourquoi? C'est parce que ça fait référence à une histoire Mars-Vénus qui se retrouvent et en fait qui se font griller par Héphaïstos, le mari de Vénus, qui va envoyer un filet un filet qui est invisible mais qui fait qu'il se retrouve nu devant tout le monde. Et tous les autres dieux se moquent d'eux, et puis il y a une espèce de deal qui est fait par Poséidon, qui est dans la compassion, et qui essaye de trouver un terrain d'entente, etc., etc. Mais quand il y a une conjonction Lune-Vénus, il y a très souvent dans la vie des petits soucis de cet ordre-là, mes amis. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous ferez cet été, mais sachez que ce sera dans l'air du temps, en tous les cas. Bref, revenons à nos sujets. Donc, j'étais en train de dire que Vénus était la maîtrise ésotérique du signe du Gémeaux. Pourquoi? C'est parce que ça fait référence au fait d'aimer d'âme à âme, hein, d'être dans un amour plus grand que justement ce fameux amour possessif, humain, avec toutes les définitions et tout le romantisme et tout le comment dire, j'allais dire l'inconscient collectif qu'on est allé mettre là-dessus, et qui en même temps porte une beauté magnifique dans la relation, mais qui stimule vraiment les névroses de chacun en fait, quand même, dans la relation amoureuse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est là qu'il y a quand même un gros boulot qui se voit et qui sur lequel on met de la lumière relativement vite quand même. Ok, le sextile, ce trait bleu là qu'on voit sur la carte, qu'il y a entre le signe du Gémeaux et le signe du Lion. Je réécoutais évidemment les cours de Luc Biget, notamment sur le signe du Lion. Et à un moment, il parlait du Gémeaux aussi. Il disait qu'il y a 2 signes de synthèse dans l'astrologie. C'est le Gémeaux et le Lion. Alors, le Gémeaux, lui, il va faire une synthèse à partir du moment où il aura rassemblé toutes les petites touches. Et il va en faire une synthèse, vous voyez, il va procéder par petits morceaux. Alors que le Lion, lui, il va avoir une vision globale. Autant ça va être du point de vue du Gémeaux sur le plan intellectuel, autant du point de vue du Lion, ça va être sur le plan du soi. Parce que le Lion fait référence au soleil, évidemment. Alors attendez, je vais reprendre mes notes. Le plan de la présence, voilà, du soi au sens de présence. Et ça nous donne un élément que l'on peut rajouter à notre équation des 3 pommes, puisque on a vu que, on a dit, Saturne, lui, en Poisson, fait référence, en Poisson particulièrement, on l'avait dit, c'est le siphon intérieur Saturne, c'est celui qui, une fois que vous n'avez plus rien à justifier, fait que vous rentrez dans la présence du rien, la rien-ité, et que à partir de ce moment-là, vous êtes en capacité de vous connecter à tout. Ça fait grandement référence au fait d'arrêter de défendre l'ego, et c'est pour ça que je trouve que Saturne en Poisson, c'est exactement ce qu'il nous faut, avec un Neptune à la fin qui est l'objectif suprême, j'ai envie de dire, puisqu'il est en maîtrise. Neptune en Poisson, lui, il nous renvoie vers les grandes eaux de l'infini, qui a une licorne en Poisson, et dans le sujet de la conscience de Dieu. Je dis le sujet parce que celui qui a une licorne en Balance, ça va être la beauté de Dieu. Celui qui a une licorne en Sagittaire, ça va être la foi en Dieu. Bon, il y a 12 facettes, 12 essences d'expérience, 12 signes astro qui permettent d'approcher une des facettes. Et Neptune en Poisson, ça va être cette facette-là qui est la facette de la conscience. Le sujet de la conscience. Et quand on a un Mars qui est allé bosser en Gémeaux pendant autant de temps et qui se retrouve dans la zone de rétrogradation, Vénus, elle, va nous faire travailler. Maintenant, cette zone de rétrogradation-là, et qui va nous déstabiliser, parce que Vénus rétrograde là-dedans, elle va faire s'agiter une des branches du pentacle d'Aphrodite, qui nous renvoie donc à
quelque chose d'assez magique. Et dans la boucle de rétrogradation de Vénus, il va s'avérer qu'à un moment donné, quand elle en sortira, on va remettre en question quelque chose qui était pour nous une habitude, était devenu une habitude, on va dire, et qui au départ était un élan du cœur. Mais si on écoute le cœur, et c'est bien ce qui se passe avec un Mars en Lion, on ne peut faire que ce qui a du sens pour soi. Alors je reviens à mon sujet de la présence. Saturne nous renvoie, avec Neptune, tout ce beau monde en Poisson, nous renvoie à l'essentialité de ce que nous sommes, c'est-à-dire la conscience finalement de ces 3 pommes qu'on essaye de faire, comment dire, j'allais dire aussi trembler dans le panier de façon à ce qu'on les voit, à ce qu'on dise, mais c'est ça que nous voulons. C'est le vrai sens de la vie. Que d'aller vers ce jardin désespéré, de cueillir ces 3 pommes que sont la pure présence, ça va être le lion, la pure existence, ça va être Saturne en Poisson, et la pure félicité, la joie, le bonheur. Le fait d'être dans cette paix profonde, d'être entré dans cet espace magnifique, à partir duquel finalement il y a une vision beaucoup plus globale. Et c'est pour ça que je parle de cette image, cette façon de faire une synthèse, que ce soit en Gémeaux ou en Lion. On nous demande d'une certaine façon quand même de prendre de la hauteur et de faire cette synthèse sur le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur la vie. Et justement, donc, le lion, lui, dans sa façon de faire la synthèse, il va être sur le plan de la présence. Alors, je voulais vous lire une phrase d'Alice Bailey. En fait, vous savez, il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'éveil, on va dire. Hein. Le premier niveau, le lion, il va être dans un espèce d'égocentrisme ou de besoin de briller, d'être reconnu, d'accord, d'avoir le regard des autres. Il est d'ailleurs assez convaincu de sa valeur, mais il a besoin de la montrer. Voyez, contrairement au Cancer, qui lui va avoir besoin du regard des autres pour se sentir validé. Le Lion, il a une espèce d'auto-validation parce qu'il rentre dans son signe solaire, voilà, le soi. Et donc la petite phrase d'Alice Bailey, je trouvais. Je suis cela et cela est moi. C'est beau. Je suis cela et cela est moi. Et qu'est-ce donc autre que la conscience, vous voyez? Et justement, lui, c'est un axe d'éveil, hein, Lion Verseau, hein, c'est un axe d'éveil. C'est l'éveil à la présence, à soi-même, la conscience de soi, puis du soi. Ok? Voilà. Donc, le lion, son idée, c'est la conscience de vérité, c'est mettre de la lumière sur les 7 plans de la conscience. Voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est un peu l'invitation de cette nouvelle lunaison, donc nouveau cycle. Nous démarrons un nouveau cycle, on va aller dans les profondeurs du signe du Cancer ensuite, avec justement cette condensation, parce que autant le Gémeaux, lui, il va souvent être dans une multitude d'expériences, multitude d'états d'âme, ou multitude plutôt de verbalisation des choses, alors que le Cancer, lui, il va être dans une multitude d'états d'âme. Il y a quelque chose qui demande une certaine forme de synthèse. Et c'est une conscience du soi déjà qui démarre, mais plus en termes de conscience du moi. Alors qu'avec le lion, on va être dans la conscience du soi. Vous voyez? Et le lion est en face du signe du Verseau, et ma foi, Pluton vient de rétrograder, de passer dans le signe du Capricorne. Donc il fait un retour dans le signe du Capricorne. On sait qu'il ne reviendra que plus tard dans le signe du Verseau, je crois bien même en fin d'année, ou vers novembre, un truc comme ça, il me semble. Et ensuite, il y restera. Ok, donc c'est encore un dernier travail, une petit récap qu'on nous demande de faire avant que ce Pluton rentre dans le signe du Verseau et qu'on soit pleinement dans ce signe, dans cet axe qui est un axe d'éveil, Lion-Verseau. Pourquoi axe d'éveil? Parce que éveil du point de vue du Lion, dans le fait de rentrer dans cette clairière du soi, de contacter
cette paix intérieure, ce lieu refuge à l'intérieur duquel on commence à sentir que je suis cela et cela est moi. Et puis en Verseau, avec des sortes de fulgurances que l'on peut contacter avec le mental supérieur, qui sont plutôt de l'ordre des idées platoniciennes et qui font que on sait se laisser guider. Et on sait recevoir ce que Luc Biget appelle les oiseaux d'or que sont les pensées de Dieu. C'est un axe d'éveil, Lion-Verseau. Et quand Pluton va vraiment rentrer en Verseau, ça va être le vrai axe vers lequel nous allons. Alors, c'est cette fameuse phrase qui dit quand on n'y va pas par sagesse, on y va par souffrance. Et il y a pas mal de gens, je me répète un peu dans tout ce que je dis, mais c'est un peu normal parce qu'on se répète un peu toujours en astrologie en fait. Mais on avance quand même, on fait un petit pas de plus à chaque fois. Mais l'idée c'est ça, c'est de dire que finalement, quand il y en a ras-le-bol, quand il y en a vraiment ras-le-bol, on est capable soudainement de lâcher. Et d'une certaine façon, s'agenouiller, parce que la posture d'un acte héroïque est aussi une forme d'humilité et de soumission quelque part à la grande conscience que nous sommes tous et qui fait que l'ego disparaît dans les cendres de la... Comment dire, il s'est consumé et puis après, voilà, que le vent... le disperse, vous voyez, le disperse parce que la souffrance naît de là. Moi j'ai dit, je suis et compagnie quoi, qui n'en finit pas, et qui nous perd tous. Et la souffrance, la douleur, la souffrance, c'est pas tout à fait pareil, mais la douleur ça va être un autre circuit neuronal, mais en tout cas, pour ce qui est de la souffrance psychologique, arrive un moment où, voilà, on craque, on se met à genoux, et à partir du moment où on se met à genoux, dans cette posture d'humilité, alors, on peut commencer à rentrer dans un parcours d'éveil, en quelque sorte. Et on n'est justement pas dans ce délire du développement de soi, mais du développement du soi. Et c'est la grosse invitation alors de cette nouvelle lune en Gémeaux qui démarre donc juste après la zone où Mars avait rétrogradé en Gémeaux et où Mercure s'installe là tranquillement, alors que je le répète, elle lui-même avait rétrogradé en Capricorne juste en face quasiment du 8e au 25e degré, exactement les mêmes degrés. Vous voyez, donc c'est quand même assez énorme. Et maintenant, avec ce trait bleu que l'on voit qui va du Gémeaux au Lion, dans la zone de rétrogradation qui était celle de Mars et dans la zone de rétrogradation qui va être celle de Vénus, il y a un gros sujet Mars-Vénus qui s'impose dans le thème. Et ensuite, quand il va y avoir une pleine lune en Capricorne plus tard, on aura le soleil en Cancer, ce sera l'apogée du cycle dans lequel nous rentrons. Et il y aura un équilibre à faire, donc Cancer-Capricorne. Et à ce moment-là, vous verrez que le Soleil sera quasiment entre les deux zones de rétrogradation, Mars-Vénus. Pourquoi est-ce que Mars-Vénus nous font à ce point bosser dans ces deux signes que sont des signes de synthèse ? C'est pour équilibrer ou malaxer le féminin en soi, le masculin en soi, mais pas d'une manière générale. C'est-à-dire, ce féminin, je démarrais Castor et Pollux tout à l'heure pour parler du signe du Gémeaux, mais en fait, le deuxième mythe dont je n'ai pas encore parlé et qui fait référence au signe du Gémeaux, c'est la biche de Sérénie. Et donc, c'est dans le parcours héroïque d'Hercule. Et quand il a fait une pique expérience dans le signe d'avant, en Capricorne justement, il faut qu'il remette son ouvrage sur son cœur à chaque fois. Ce qu'on dit après l'éveil, la lessive. Et il doit remettre son ouvrage. Et ça fait référence au féminin. Pourquoi ? C'est parce que il va capturer la biche parce qu'elle veut bien se laisser capturer, en utilisant une flèche qui va passer par ses jarrets sans qu'une seule goutte de sang ne perle. Il va pouvoir la ligoter de façon à la porter sur son cœur pour la ramener à Eurysthée.
Et ça fait référence au féminin, un féminin qui, quand moi je vois un Mars par exemple en Gémeaux, je peux vous dire les trois quarts du temps qu'il y a un féminin blessé dans l'histoire, parce qu'en fait, avec cette histoire de la biche du Cérini, le féminin nous dit que le féminin, on ne le capture pas, il se laisse attraper, et il se laisse attraper uniquement s'il sait qu'il ne va pas être blessé ou qu'il ne va pas blesser lui-même. Donc, je répète toujours les mêmes trucs, je sais, mais j'essaie de les assembler de façon à ce qu'on comprenne dans quel nouveau cycle on démarre, nous, et là, dans le cycle dans lequel on démarre, pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, on est fin Gémeaux, on va rentrer dans le signe du Cancer. Ça va se passer à l'intérieur de nous. Ça va nous ramener à l'intérieur de nous. Et il va y avoir dans ce travail d'intériorité un Saturne qui lui est sorti de sa boucle de rétrogradation, qui est à 7 degrés. Donc lui, il a bien fait le taf et maintenant il demande qu'on aille en profondeur. Pourquoi ? Eh bien, pour aller vers ce travail de siphon intérieur et de posture d'humilité vis-à-vis de la vie, et en même temps cette posture-là est en capacité de nous apporter 3 pommes déjà dans les esphérites. C'est même pas nous qui les cueillons en fait, c'est la bonté de l'univers qui les apporte. Et mais pour ça il faut une posture d'humilité, et pour avoir une posture d'humilité il faut flinguer l'ego. J'ai pas toujours dit ça, il y a des moments où j'ai dit c'est juste une histoire de son, ni trop fort, ni trop peu. C'est vrai, on vous demande pas de pas avoir de personnalité, il s'agit pas de ça. Il s'agit juste de dire que, ok, on se laisse traverser par quelque chose, ce n'est pas nous. Quand on crée quelque chose, on est traversé par quelque chose. Quand on a une idée, c'est une idée qui vient d'ailleurs. On est juste les instruments d'une force beaucoup plus grande que nous, et qui est une force, la force de l'un, de l'unité, qui nous rassemble tous, et qui justement est en capacité de parler de cette histoire d'aimer d'âme à âme, parce que nous sommes finalement la même conscience qui va jouer son jeu de cartes ici ou là. C'est pas évident, vous savez, de faire une analyse de carto. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'ascendant, il nous manque vraiment des billes quand même, hein, mais j'apprends à faire une synthèse. Et je me rattrape les infos que j'ai pas avec l'ascendant et les maisons, je chope avec les zones de rétrogradation. Oui. Et c'est comme ça que je me fais ma petite mixture personnelle. Et vous savez, je revendique la subjectivité. Hein. Ça, j'ai toujours fait, même en tant que paysagiste. Vous donnez un projet à faire à 2 paysagistes, ce sera jamais le même projet. Hein. C'est normal. Ok, c'est normal. Je veux dire, on a tous des sensibilités différentes, et moi je revendique la subjectivité de faire des ponts de cette façon-là ou de cette façon-là, parce que c'est pas écrit dans les livres, vous voyez. Je veux dire, faut se réadapter à chaque fois et à la situation, et en fait, c'est l'intérêt du truc. Hein. Donc voilà, je fonctionne comme ça, de manière extrêmement subjective. Tout en utilisant un lexique d'apprentissage qui est celui de l'astrologie. Je vous embrasse les amis, j'essaierai d'être un peu plus organisée la prochaine fois. Pour ce coup-là, c'est un peu brouillon quand même. J'en conviens, je vous embrasse, bye bye, belle nouvelle lune à chacun. Bye bye.